par le fait que ses clients ne viennent pas tous. En Europe, la monnaie centrale est la monnaie qui a cours légal. C'est l'État français. C'est la monnaie exigée par l'État pour le paiement des impôts et des taxes. La loi oblige les citoyens à accepter les billets de banque comme moyen de paiement, et elle sanctionne sévèrement ceux qui fabriquent de faux billets. En revanche, la monnaie inscrite au crédit d'un compte bancaire n'est qu'une reconnaissance de dette de la banque envers le détenteur du compte. Rien de plus. La loi impose aux banques commerciales privées de convertir ces unités de compte en billets de banque à votre demande. C'est pour cette raison que les banques commerciales appellent ces chiffres des euros. Les chiffres inscrits sur votre relevé de compte sont appelés euros, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des euros. Ces unités de compte sont converties en euros au moment où vous les retirez de votre compte. Votre banque vous doit bien des euros, et c'est pour cette raison qu'il est marqué euro sur votre relevé de compte. Solde de 2.0. Ces unités de compte sont tolérées par la loi comme moyen de paiement. Quand vous payez au moyen d'un chèque bancaire, d'une carte bleue ou d'un virement, vous réalisez un simple transfert d'un chiffre de votre compte à un autre. Heureux. Solde de 2.0. Tout ce qui sert de moyen de paiement est une monnaie. C'est pour cette raison que ces unités de compte sont appelées monnaie secondaire ou monnaie scripturale privée. On peut dire que chaque banque a sa propre monnaie, car chaque banque a sa propre comptabilité, gère ses propres chiffres, ses propres unités de compte. Toutes les monnaies privées sont convertibles en monnaie centrale corporelle. Elles ont toutes la même valeur. Mais la monnaie scripturale d'une banque commerciale privée n'est garantie que par la banque elle-même. Une banque commerciale étant une entreprise comme une autre, elle peut faire faillite. La Grèce. Si elle fait faillite, elle ne peut plus garantir sa monnaie privée, et par conséquent les montants des comptes bancaires de ses clients. Les deux brebis. Les unités de compte sur les comptes bancaires peuvent tout simplement disparaître. Nicosalia-Gaz. Imaginons que vous ayez 10 000 euros en billets de banque, c'est-à-dire en monnaie centrale corporelle, en monnaie de l'État. Vous avez confiance dans sa valeur, car vous avez confiance en l'État. Vous prenez ces 10 000 euros et vous les déposez sur un compte au Crédit Agricole. En réalité, vous donnez cet argent à la banque qui les met dans son petit stock de billets et crédite votre compte. Le chiffre sur votre compte n'est qu'une reconnaissance de dette de 10 000 euros. Ce sont des unités de compte privées, car la banque est maintenant propriétaire des 10 000 euros que vous lui avez donnés, et qu'elle va probablement mettre dans un distributeur de billets pour que d'autres clients puissent retirer du liquide. La loi dit simplement qu'à votre demande, à tout moment, la banque est tenue de convertir les 10 000 unités de compte en billets de banque. Et ce que vous ne savez pas, c'est que la banque n'a qu'une petite partie des montants des comptes de ses clients sous la forme de billets de banque. Gardez à l'esprit que moins de 7% de la totalité de la monnaie en circulation est sous la forme de billets et de pièces de monnaie qui ont cours légal. Ce que vous avez sur votre compte, ce n'est qu'une promesse de remboursement en euros, et non de véritables euros. De nos jours, tout le monde paie des sommes de petite et grande taille sans jamais employer de billets de banque. La carte bancaire, la carte de crédit, les chèques bancaires, les prélèvements automatiques et les virements forment l'essentiel des procédés de paiement. Quand un client d'une banque veut transférer de l'argent à un autre client de la même banque pour le payer, que ce soit des entreprises ou des particuliers, la banque ne réalise qu'une manipulation de chiffres. Elle retranche au compte du client la somme inversée et l'ajoute au compte du destinataire. Aucun billet de banque n'est intervenu dans la transaction, et pourtant, les deux clients, en interrogeant leur banque, constatent bien qu'un transfert a été effectué. En revanche, quand un transfert doit être effectué entre les comptes bancaires de deux banques commerciales distinctes et concurrentes, la monnaie centrale intervient. Toutes les banques commerciales privées ont un compte à la banque centrale. Aucun particulier ni aucune entreprise ne peut avoir un compte à la banque centrale. Seules les banques commerciales et le Trésor public
c'est-à-dire l'État, ont un compte à la Banque centrale. La Banque centrale réalise la comptabilité là aussi avec des chiffres dans des ordinateurs, et non pas des tas de billets de banque. Et cela pour des raisons purement pratiques. On appelle cette monnaie la monnaie centrale scripturale. Ces comptes sont en monnaie banque centrale ou monnaie centrale. Quand une banque commerciale a trop de billets, elle peut les déposer sur son compte à la Banque centrale. Quand elle en a besoin pour alimenter ses distributeurs automatiques, elle demande à la Banque centrale de lui convertir des euros scripturales en billets de banque. Généralement, on ne fait pas la distinction entre monnaie centrale scripturale et monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire les billets de banque. On appelle la somme de la monnaie centrale, scripturale et corporelle, la base monétaire. Entre elles, les banques commerciales se paient en monnaie centrale. Les banques n'acceptent pour paiement des autres banques que de la monnaie centrale. Quand un client veut transférer de la monnaie scripturale de son compte vers celui d'un client d'une autre banque, la monnaie scripturale est convertie en monnaie centrale, puis transférée à l'autre banque, qui va encaisser cette monnaie centrale et créditer le compte du destinataire. Ainsi, les banques se paient entre elles en monnaie centrale, car la monnaie scripturale privée d'une banque n'a pas de valeur pour les autres banques. La comptabilité du Crédit Agricole n'a rien à voir avec la comptabilité de la Société Générale. Ce sont deux entreprises distinctes et concurrentes. Ce qui existe entre les banques et pour les banques, c'est uniquement la monnaie banque centrale. C'est celle qui a cours légal, c'est la monnaie de l'État. Quand un client d'une banque a 1000 euros sur son compte, la banque n'est pas riche de 1000 euros. Elle doit simplement 1000 euros en monnaie centrale à ce client. C'est un chiffre dans sa comptabilité. Ce qui fait la richesse de la banque, c'est ce qu'elle possède, comme des immeubles, des bureaux, des actions, des titres financiers, et la monnaie centrale qu'elle a sous la forme de billets de banque ou de monnaie centrale sur son compte à la Banque centrale. En revanche, à tout moment, la banque peut devoir s'appauvrir de 1000 euros si ce client les transfère sur un compte d'une autre banque, car cette autre banque veut être payée en monnaie centrale. Les banques ne réalisent pas leur paiement en banque centrale à chaque fois qu'un transfert est réalisé. Un bilan des échanges est fait tous les jours. On appelle cela la compensation. Cette compensation est calculée par une chambre de compensation. Une chambre de compensation gère un système informatique enregistrant un très grand nombre de comptes en banque et de transactions, afin de faire le bilan des échanges entre les organismes financiers, dont les banques. La chambre de compensation la plus connue est Clearstream, à cause de l'affaire politico-financière qui porte son nom. Imaginons deux banques. Un client de la première banque paie 10 euros à un client de la seconde. Un client de la seconde paie 15 euros à un client de la première. À la fin de la journée, la compensation calcule un différentiel de 5 euros au profit de la première banque. Le paiement peut se faire directement par virement entre leurs comptes à la Banque centrale. Quand une banque voit son compte débité à cause d'une compensation par un retrait au guichet par un client, on appelle cela une fuite. Elle s'appauvrit, car sa monnaie centrale fait partie de ses richesses. Imaginons une banque qui a 4 déposants qui ont chacun 25 000 unités de compte. On peut dire que la banque doit 100 000 euros à ses clients. Imaginons que cette banque a 10 000 euros sur son compte à la Banque centrale. La banque est incapable de couvrir la fuite du montant total des comptes de ses clients. Elle est potentiellement en faillite, car 90 000 unités de compte de ses clients ne sont pas couverts par de la monnaie centrale. Seuls 10 000 euros en billets peuvent être versés à l'ensemble de ses clients. C'est le principe de la couverture partielle des dépôts. Donc, tu vois, les lois sur le terrorisme, tu vois, en fait, ça a été aussi pour ça, je pense. Si la totalité de ses clients viennent tous au même moment pour retirer leur argent, la banque fait immédiatement faillite. Quand tous les clients